tous. Alors aujourd'hui, la correction de l'activité que vous aviez à faire sur l'extraction par solvant, donc une activité d'application de tout ce qu'on a vu sur les interactions dans les solides ioniques, dans les solides moléculaires et ce qu'on a vu également sur la polarité des molécules et donc la polarité des solvants qu'on va utiliser. On a déjà vu ça pour la dissolution des solides. Là, on va l'utiliser, on va utiliser tout ce qu'on a vu pour expliquer l'extraction par solvant volatile, qu'on appelle aussi extraction liquide-liquide. Découvrir cette technique qui est importante à connaître et savoir choisir le solvant justement que l'on va utiliser. Alors pour ça, vous aviez une activité expérimentale, donc extraction par solvant, qu'on va aller regarder ensemble. Donc au niveau de cette activité expérimentale, le but était d'extraire une espèce chimique grâce à un solvant. Alors, le point de départ était que lors d'un TP, un technicien récupérait une solution aqueuse qu'on appelle S, qui résultait d'un mélange d'une solution de sulfate de cuivre, qui contient donc des ions Cu2+, qui était bleu, et d'une solution aqueuse de diode. Le diode, c'est I2, l'espèce chimique, donc 2 atomes de diode. Qui est une solution. Alors une solution aqueuse de diode est plutôt jaune, plus ou moins claire, suivant la concentration de diode à l'intérieur. Donc ça nous donne une solution verte. Bah oui, bleu et jaune, voilà, vous obtenez une solution verte, la solution S. Ces deux espèces, on nous dit, ne subissent pas les mêmes réactions lors de leur recyclage, donc on est obligé de les séparer. Il va falloir réussir à les séparer pour pouvoir ensuite les expédier au centre de traitement. Donc, le but va être évidemment de trouver comment séparer le sulfate de cuivre, alors plutôt les ions Cu2+, et le diode de cette solution aqueuse. Donc, qui dit solution aqueuse dit qu'on a évidemment comme solvant de l'eau dans cette solution. Alors, vous aviez des documents mis à votre disposition. Alors d'abord, un tableau qu'il fallait savoir lire sur la solubilité de différentes espèces chimiques dans 3 solvants, donc l'eau, le cyclohexane et l'éthanol. Donc on vous disait si c'était très soluble, si c'était pas du tout soluble, si c'était faiblement soluble, d'accord. Et attention à des termes qu'il ne faut pas mélanger, solubilité et miscibilité. Ici, pour la simplicité du tableau, pour que ce soit facile à lire, on vous disait l'eau. Là, évidemment, dans l'eau, on ne dit rien, mais eau, solubilité nulle dans le cyclohexane. Ça signifie que si vous mettez un tout petit peu d'eau, donc que l'eau est considérée comme un soluté ici, il ne sera pas soluble dans le cyclohexane qui sera l'éthanol. Si par contre vous prenez l'eau et le cyclohexane comme 2 solvants, c'est-à-dire en quantité à peu près identique ou en grande quantité tous les deux, on dira qu'ils ne sont pas miscibles entre eux. D'accord? On ne parlera plus dans ce cas-là de solubilité. Donc attention, c'est assez subtil la différence entre miscible et soluble. Donc voilà pour ce tableau. Ensuite, vous aviez les densités. Alors densité de votre solution S, 1,02, et des 3 solvants qui vous nous intéressez ici. L'eau, à connaître sa densité par cœur, c'est 1. Ensuite, l'éthanol, 0,78 et le cyclohexane, 0,79. Ensuite, je ne vais pas faire tout expliquer ces documents-là, mais vous aviez des informations importantes sur les espèces chimiques qu'on allait rencontrer. Le sulfate de cuivre pentahydraté, donc je rappelle que ça veut dire qu'il y a 5 molécules d'eau dans le solide, dans la formule chimique du solide. Le diode, évidemment I2, le cyclohexane, donc le solvant dont on a déjà parlé, de formule C6H12, l'éthanol, autre solvant qui nous intéresse ici, et vous aviez les modèles moléculaires du diode, donc 2 atomes diode, l'éthanol qu'on a déjà rencontré, le cyclohexane et le sulfate de cuivre qui est un solide ionique. Donc ici il y a des ions Cu2+, des ions SO4 d'accord. Donc vous aviez les ions SO4 c'est ceux-là, c'est des ions polyatomiques, et les ions Cu2+, c'était ceux-là, d'accord. Là on ne voit pas apparaître les 5 molécules d'eau dans ce modèle ici. Ensuite, vous aviez un document qui vous donnait les électronégativités de 3 atomes qui nous intéressent ici, l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. Je rappelle au passage que si on a une différence d'électronégativité entre 2 atomes inférieure à 0,5, on a le droit de considérer qu'il n'y a pas de polarisation de la liaison entre ces 2 atomes. D'accord? Donc pour CH, vous avez le droit de dire que comme la différence d'électronégativité est faible entre les deux, inférieure à 0,5, la liaison CH ne sera pas polarisée.
Ensuite, vous aviez un document sur le matériel à votre disposition. Donc, la solution S, verte, hein, donc l'éthanol, le cyclohexane, une ampoule à décanter, donc pour justement réaliser l'extraction par solvant, bécher, erlenmeyer, gants et lunettes. Et le dernier document, puisque c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu dans les classes précédentes, c'est quoi la technique d'extraction par solvant ou d'extraction liquide-liquide? On a besoin pour ça d'une ampoule à décanter que vous avez ici représentée, donc à savoir représenter, c'est pas forcément évident. Et dedans, on va séparer deux liquides, attention, information très importante, non miscibles. Donc ça va être deux liquides qui ne se mélangent pas. Si vos deux liquides se mélangent, ça ne pourra pas marcher cette technique-là. Donc elle est, on vous le dit, utilisée pour extraire une espèce chimique, donc par exemple le diode pour nous, qui est au départ dissoute dans un solvant, donc par exemple ici là, le solvant S1 qu'on appelle S1. Et on va rajouter un autre solvant qu'on appelle S2 qui est non miscible au premier solvant S1, donc ils ne vont pas se mélanger. On va voir, alors on en reparlera après, mais ça veut dire qu'on va avoir deux phases. On va avoir une première phase avec un premier solvant et une deuxième phase avec un deuxième solvant. Ils ne vont pas se mélanger, donc il y aura une interface entre les deux solvants. Et évidemment, pour pouvoir extraire votre espèce que vous voulez dans le deuxième solvant, il faut que dans ce deuxième solvant, donc dans celui-ci, l'espèce que vous voulez extraire soit plus soluble que dans le premier solvant, pour qu'elle parte du premier solvant pour aller dans le deuxième solvant. Si c'est pas plus soluble dans le deuxième solvant que vous rajoutez, ça sert à rien, l'espèce chimique va rester là où elle était au départ. Voilà pour les documents. Alors, pas mal de documents à analyser. Alors, on vous demandait, à partir des différents documents et de la liste du matériel, il vous fallait que vous proposiez une démarche expérimentale permettant de répondre aux problèmes posés, c'est-à-dire extraire le diode de la solution S verte, qui est un mélange de diode et de sulfate de cuivre dans le solvant eau. Donc voilà, c'était ça le truc. Alors, je vous donnais évidemment des indications, parce que ce n'est pas forcément évident directement. D'abord, de décrire de manière générale les propriétés que doit posséder le solvant extracteur lors de l'extraction par solvant. Donc ça voulait dire qu'en fait, il va falloir faire une extraction par solvant pour extraire le diode. D'accord? Et il va falloir que vous disiez quelles propriétés doit avoir le solvant que vous allez rajouter pour extraire le diode. D'accord? Ensuite, il va falloir choisir à l'aide du document 1 le solvant que vous voulez en justifiant. Et dernière chose, donner un protocole expérimental avec des phrases et des schémas pour qu'est-ce que vous auriez fait en TP pour répondre au problème. D'accord? Alors d'abord sur les propriétés que doit posséder le solvant extracteur. Alors on va reprendre ce document-là, parce que celui-là, il est évidemment bien pour ça. Nous, on a une solution ici S, où le solvant S1, c'est l'eau. Et l'espèce qu'on a à extraire, c'est le diode. D'accord? Donc voilà le problème. Il va falloir rajouter un solvant S2. Alors, qu'est-ce qu'il doit avoir comme propriété? On a dit, il doit être non miscible avec le solvant S1. Donc ça veut dire qu'il doit être non miscible avec l'eau. D'accord? Donc première caractéristique de ce solvant S2 qu'on va choisir, il doit être non miscible avec l'eau. Et deuxième chose, il faut que ce solvant, dans ce solvant, il faut que E, donc le diode, soit plus soluble que dans l'eau. Donc deuxième caractéristique, il faut que dans le solvant qu'on va choisir, le diode soit plus soluble que dans l'eau. D'accord? Donc voilà les caractéristiques, grâce à ce document-là. Ensuite, on va aller choisir le solvant qui respecte tout ça. Alors, c'est ce tableau-là, évidemment, le document 1. Il nous faut un solvant. Alors, on a 3 solvants, l'eau, le cyclohexane et l'éthanol. D'accord? Évidemment, l'eau, non, puisque l'eau, c'est le solvant de départ. Donc, l'eau, c'est notre solvant S1. Donc, pour notre solvant S2, on a le choix entre cyclohexane ou éthanol. Première caractéristique que doit avoir le solvant extracteur, c'est d'être non miscible avec le S1, le solvant de départ. Donc, on regarde le cyclohexane, solubilité nulle dans l'eau. Donc, ça veut dire que le cyclohexane n'est pas miscible avec l'eau. Donc, ça marcherait. Éthanol,
très grande solubilité dans l'eau. Donc ça veut dire que l'éthanol et l'eau vont se mélanger, sont miscibles. Donc on ne peut pas prendre l'éthanol. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher l'autre caractéristique. Donc l'éthanol, c'est pas possible. Donc est-ce que le cyclohexane va marcher? Alors première caractéristique, ça marche. Il ne se mélangera pas avec l'eau puisqu'il est très peu soluble dans l'eau. Ensuite, il faut que le diode, alors le diode, il est là. C'est notre espèce à extraire. Il faut que cette espèce soit plus soluble dans le solvant S2 que l'on va choisir, qui serait le cyclohexane, que dans l'eau. Alors on regarde. Solubilité faible dans l'eau. Ah bah c'est bien, ça veut dire que le diode, il se solubilise mal dans l'eau. Et solubilité très grande dans le cyclohexane. Donc ça veut bien dire que notre diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. D'accord? Donc la deuxième caractéristique que doit avoir le solvant S2 est respectée. Donc qui va devenir notre solvant extracteur? Le solvant S2, ça va être le cyclohexane. D'accord? On vérifie quand même, dans notre solution S, on a deux espèces chimiques. On a du diode et du sulfate de cuivre. D'accord? Donc, si on veut récupérer le diode, faut réfléchir, il faut que le sulfate de cuivre ne soit pas soluble dans le solvant S2. Parce que si le sulfate de cuivre est lui aussi soluble dans le deuxième solvant que je rajoute, tout va passer dans le deuxième solvant. Donc, je ne vais rien extraire du tout. Donc, on regarde. Le sulfate de cuivre, c'est un solide ionique, on le sait. Il est très soluble dans l'eau. D'accord? Donc, lui, il est très soluble dans l'eau. Et dans le cyclohexane, il n'est pas du tout soluble. D'accord? Solubilité nulle dans le cyclohexane. Donc, c'est super. Parce que notre sulfate de cuivre, il va rester dans l'eau, donc le solvant S1, alors que notre diode, lui, va aller dans le solvant S2, donc dans le cyclohexane. Donc, si je reprends mon schéma, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le diode, il est au départ dans l'eau avec le sulfate de cuivre. Je vais rajouter mon solvant S2, donc le cyclohexane, donc c'est lui que je vais choisir finalement. Je vais rajouter mon cyclohexane. Je vais mélanger tout ça. On va regarder un petit peu tout à l'heure le protocole. Je mélange et qu'est-ce qui va se passer? Le diode, il va passer dans le cyclohexane parce qu'il est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. Alors que le sulfate de cuivre, qui lui est plus soluble dans l'eau que dans le cyclohexane, va rester dans l'eau. Donc on aura comme ça réussi à séparer les deux espèces chimiques qui étaient présentes au départ, le sulfate de cuivre et le diode. D'accord? Alors ensuite, une fois qu'on a compris ça, il faut écrire le protocole. Alors je rappelle, les protocoles sont à écrire avec des verbes à l'infinitif. Il va falloir dire qu'est-ce qu'on fait concrètement avec le matériel qu'on a. Bon alors là, on va directement aller regarder la correction. Donc, on y va pour ce que je viens de vous expliquer. Donc, rédiger. Si vous voulez mettre pause, de toute façon, la correction, vous y aurez accès. Mais expliquer pourquoi on choisit le cyclohexane comme solvant extracteur. D'abord, il est non miscible avec le solvant de départ, donc il est non miscible avec l'eau. Et l'espèce doit y être très soluble. Ici, c'est le diode qui est très soluble dans le cyclohexane. Donc, c'est lui qu'on choisit. Ensuite, on vérifie que le sulfate de cuivre n'est pas soluble dans le cyclohexane. D'accord? Donc, du coup, c'est pas mal pour nous puisqu'il va rester dans l'eau. Ensuite, alors on ne l'a pas dit, mais pour le protocole, c'est important. Le cyclohexane, je vais quand même retourner sur le document qui nous le montre. Il est là. Le cyclohexane est non miscible avec l'eau et il est moins dense que l'eau. 0,79 pour la densité du cyclohexane, 1 pour la densité de l'eau. Donc, quand vous allez avoir les deux liquides qui ne se mélangent pas, lequel va être au-dessus? C'est le moins dense. Le plus dense se retrouve en bas. Donc, si vous avez vos deux liquides, le plus dense va se retrouver en bas, donc ça va être l'eau, densité 1, et le moins dense va se retrouver en haut, donc ça va être le cyclohexane. D'accord? Donc, le cyclohexane, il sera en haut et l'eau sera en bas. Donc voilà ce que je vous mets ici. Donc on aura voilà au niveau le protocole avec les différentes étapes. D'accord. D'abord, on va mettre dans une ampoule à décanter la solution aqueuse qui contient nos deux espèces, donc la solution S.
à savoir, elle contient le diode et le sulfate de cuivre. D'accord? Donc, on verse la solution S dans l'ampoule à décanter. Ici, vous avez des petits points de couleurs différentes pour représenter les deux espèces chimiques. Le diode est en orange, d'accord? Et le sulfate de cuivre, plutôt les ions Cu2+, hein, mais bon, en noir ici, hein, d'accord? Ensuite, on ajoute le solvant organique. Alors, organique parce que c'est un solvant qui n'est pas de l'eau. Le solvant organique extracteur, donc ici le cyclohexane, qui n'est pas miscible avec l'eau, d'accord? On mélange bien, donc on agite vigoureusement. Qu'est-ce qui se passe? Le diode qui était là au départ va passer dans le cyclohexane. Vous voyez les petits points orange, d'accord? Et le sulfate de cuivre va lui rester dans l'eau. Ok? Donc voilà, hop, je vous mets tout ce qui est écrit, hein, si vous voulez faire pause. Donc la décantation, ensuite, une fois qu'on a agité, on repose l'ampoule à décanter. Vous avez des supports à chaque fois, hein, si vous avez regardé la vidéo. Vous laissez décanter, on enlève le bouchon et lors de la décantation, tout va se mettre au bon endroit. On obtient, alors c'est ça qui est important, vous avez ici une séparation, d'accord, entre les deux solvants qui sont non miscibles. On parle de phase, donc une phase en haut, une phase en bas. Les phases vont porter des noms. La phase qui contient l'eau va s'appeler logiquement la phase aqueuse et la phase qui contient le solvant qui n'est pas de l'eau va s'appeler par convention la phase organique parce qu'en fait elle contient un solvant qui est organique. Retenez, tout ce qu'on appelle organique, c'est à base de carbone. Donc le cyclohexane est un solvant, un C6H12 de formule à base de carbone, ce qui n'est pas le cas de l'eau, hein. Donc c'est lui le solvant organique. L'étape numéro 3, évidemment, ce sera de recueillir les deux phases séparément pour réussir à n'avoir à la fin que la phase qui contient le diode et le cyclohexane, donc la phase organique. Donc il faut mettre un premier récipient, donc un Erlenmeyer par exemple, en dessous de l'ampoule à décanter, actionner le robinet, donc ouvrir l'ampoule à décanter, faire glisser la première phase, donc il faut évidemment s'arrêter quand on arrive à l'interface entre les deux phases. On récupère dans le premier Erlenmeyer la phase aqueuse et ensuite on ferme le robinet et on récupère dans un deuxième Erlenmeyer la phase organique qui contient le diode et le cyclohexane. Et on peut mettre ça à recycler. On peut mettre directement diode plus cyclohexane envoyé à recycler. Si on veut récupérer le diode, il faudrait faire s'évaporer le cyclohexane. Alors là, c'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas le faire s'évaporer dans l'air. Il faudrait pouvoir le récupérer pour ensuite le recycler séparément. Donc faire s'évaporer le cyclohexane pour n'avoir plus que le diode ensuite dans votre récipient. D'accord ? Donc voilà, au niveau du protocole, c'est un protocole qu'on appelle protocole d'extraction par solvant volatile ou d'extraction liquide. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, si on avait pu faire le TP en direct, évidemment, vous auriez fait vous-même le protocole expérimental. Vous l'auriez appliqué et vous l'auriez mis en œuvre. Alors, je vous avais mis ici une vidéo donc à regarder qui est celle que vous auriez pu faire vous. Alors, au niveau de ce qu'il y a à savoir faire, hop, donc on va aller regarder un petit peu la vidéo. Hop, ouais, je vais essayer de mettre à peu près comme il faut. Donc voilà, donc au niveau de la vidéo, vous avez ici une ampoule à décanter, d'accord? Votre solution, alors nous c'est S, c'est pas A, voilà, notre solution qui est légèrement verte, et votre cyclohexane. Vous voyez que l'ampoule à décanter est toujours sur un support, le robinet fermé quand il est perpendiculaire à l'ampoule, et on prend l'habitude, avant même d'avoir mis un liquide dans l'ampoule à décanter, de mettre un bécher, un Erlenmeyer, un récipient en dessous l'ampoule, pour éviter de verser le liquide et que le robinet soit ouvert. On verse le liquide et hop, voilà, on peut faire tous cette erreur la première fois. Donc, on vérifie que le robinet est fermé et on met quand même, on ne sait jamais, toujours un bécher. Parce que même si le robinet est fermé, des fois, il y a des fuites, d'accord ? Ça peut fuir par le robinet qui est mal remis, etc. D'accord ? Donc, à partir de là, donc, on va verser donc, la solution S, on ouvre le bouchon. On verse la solution S dans l'ampoule.
Donc là, c'est la solution aqueuse, hein. Donc je rappelle qu'il contient de l'eau, du diode solubilisé et du sulfate de cuivre. Et ensuite, je mets le cyclohexane. Alors vous voyez que le cyclohexane reste en haut. Alors il est moins dense que l'eau, donc c'est normal. On bouche et ensuite, on va évidemment agiter. Alors attention quand vous agitez. Alors déjà, il y a une erreur sur la vidéo. La personne n'a pas de gants. Il faut absolument, avec du cyclohexane, porter des gants. Vous voyez par contre, elle tient bien l'ampoule. On peut l'incliner un petit peu plus vers le haut. Elle tient bien le bouchon surtout, pour pas qu'il s'en aille. Et elle agite et ensuite elle ouvre le robinet. Ça s'appelle le dégazage. On ouvre le robinet parce qu'en agitant le cyclohexane avec notre solution aqueuse, on dégage du gaz. Parce que agiter un solvant très volatile comme le cyclohexane, ça dégage du gaz. Donc il faut l'éjecter, sinon on peut avoir des surpressions. Une fois que c'est fait, on remet dans le support et on enlève le bouchon. Et on dit qu'on laisse décanter. C'est la décantation. Et à ce moment-là, tout va se mettre au bon endroit. C'est-à-dire que le diode va aller avec le cyclohexane. Lors de l'agitation, on a permis de mettre en contact le cyclohexane et le diode. Et le sulfate de cuivre va rester dans l'eau. Vous voyez bien les deux phases. On a une première phase en haut, la phase organique, et la phase aqueuse en dessous. Donc, si on laisse bien décanter, vous voyez que le cyclohexane devient légèrement rose. Alors, c'est la couleur du diode dans le cyclohexane. On en a déjà parlé. Vous avez déjà vu une vidéo où le diode est rose dans le cyclohexane. C'était quand on a fait qui se ressemble, s'assemble. Et on voit bien que la solution aqueuse devient plutôt bleue que verte, puisque c'est le sulfate de cuivre qui est bleu en solution aqueuse. Donc, on récupère bien deux phases. La phase organique avec le cyclohexane et le diode, et la phase aqueuse avec l'eau et c'est une solution en fait de sulfate de cuivre, les ions sulfate, les ions Cu2+, dans l'eau, évidemment. Alors les ions sulfate vont également dans l'eau, puisque c'est des ions, ils ne vont pas dans le cyclohexane. Alors, dernière étape, c'est ce qu'on a dit dans le protocole. On va récupérer la phase qui contient le diode. Donc, pour ça, 2 Erlenmeyer, une pour la phase aqueuse d'abord, puisque c'est celle qui est en dessous, donc qui va partir en premier quand vous allez ouvrir le robinet, et un Erlenmeyer pour la phase organique qui va couler en seconde position quand vous allez le faire couler. Donc, on y va pour la phase aqueuse. Donc, on met l'Erlenmeyer, on ouvre le robinet et on laisse couler tranquillement la première phase. Alors, on va s'arrêter. Il ne faut pas se tromper. C'est dommage que vous ne puissiez pas le faire, évidemment. On va s'arrêter quand on arrive à l'interface. Alors, il faut faire attention. Alors, il vaut mieux, ici, vu qu'on veut récupérer la phase organique, il vaut mieux mettre un tout petit peu de phase organique avec la phase aqueuse, parce que là, nous, on s'en fiche, pour ne pas avoir de phase aqueuse dans votre phase organique, pour ne pas avoir d'eau avec votre phase organique. Et ensuite, voilà, on a fermé le robinet et on le réouvre avec un deuxième Erlenmeyer pour récupérer la phase organique. Et du coup, vous avez votre phase organique qui contient le diode dans le cyclohexane et la phase aqueuse qui contient le sulfate de cuivre et l'eau. D'accord ? Alors, un détail qui n'était pas dans la vidéo ici, quand vous voulez récupérer une phase organique bien propre, c'est-à-dire où il n'y a plus aucun résidu d'eau, parce que dans une ampoule à décanter, si on fait mal à la fin, qu'on récupère mal la phase organique, qu'on la sépare mal de la phase aqueuse, il peut rester quelques gouttes d'eau dans votre phase organique. Il y a une étape supplémentaire qui s'appelle le séchage de la phase organique. On rajoute un solide ionique, justement, qui va récupérer toute l'eau restante. Alors, ça peut être du chlorure de magnésium ou du sulfate de magnésium qui, quand vous le mettez, et maintenant vous savez pourquoi, qui, quand vous le mettez dans la phase organique, là, c'est le contraire qui se passe que la solubilisation, va absorber toute l'eau restante. D'accord ? Et ça vous fait un espèce de gel qui ne va pas du tout se solubiliser dans le cyclohexane, puisque vous savez que le cyclohexane est un solvant apolaire, il ne va pas du tout solubiliser les solides ioniques. Donc du coup, vous pouvez comme ça récupérer l'eau qui pourrait rester dans votre phase organique pour que ce soit une phase organique bien sèche, c'est-à-dire sans eau. D'accord ? Donc j'espère que ça va pour le protocole, en espérant qu'on puisse le faire à la fin de cette année ou l'année prochaine, évidemment, pour ceux qui continueront. Alors, à partir de là, on vous demande d'expliquer tout ce qui s'est passé. On a réussi l'extraction, très bien, mais on va essayer de comprendre l'extraction qui a été réalisée.
Donc la séparation et l'extraction qui ont été réalisées. Alors, en utilisant les docs 2 et 3, on vous demande de justifier que l'eau et l'éthanol sont des molécules polaires, alors que le cyclohexane ne l'est pas. Il y a une... Hop là. Alors que le cyclohexane ne l'est pas. Alors ça, on l'a déjà fait. Je vais juste rappeler la méthode. Pour montrer qu'on a une molécule polaire ou apolaire, déjà, il vous faut la représentation de Lewis de la molécule. D'accord ? Ensuite, il vous faut la géométrie de la molécule. Et une fois que vous avez la représentation de Lewis en tenant compte de la géométrie de la molécule, vous regardez chaque liaison de la molécule, voir si elles sont polarisées ou non. D'accord ? Et une fois que vous avez mis les charges partielles positives et négatives au bon endroit sur les liaisons polarisées, vous devez trouver le barycentre des charges partielles positives et le barycentre des charges partielles négatives. Si ces deux barycentres sont au même endroit, la molécule sera apolaire, donc il n'y aura pas de polarité. Si par contre les deux barycentres ne sont pas au même endroit, ne sont pas confondus, vous aurez affaire à des molécules polaires. Alors, on dit polaire, hein, en théorie c'est polaire ou apolaire, mais évidemment dans la polarité, on va voir, il y a des molécules plus ou moins polaires. Hein, il va falloir nuancer un petit peu. Donc, je vais tout de suite vous remontrer, hein, je ne vais pas le refaire ici. Et on vous demandait à partir de ça d'expliquer pourquoi l'eau et l'éthanol sont miscibles en toute proportion et pourquoi l'eau et le cyclohexane ne le sont pas. Alors, regardons. On refait la démarche qu'on avait, qu'on a déjà faite auparavant. Alors, voilà la molécule d'eau, elle est coudée, vous le savez. Les liaisons OH sont polarisées. O est beaucoup plus électronégatif que H. Donc, du coup, les charges partielles négatives pour les deux liaisons OH se mettent sur l'oxygène, donc 2 delta-. Et chaque H porte une charge partielle positive. Donc on voit que le barycentre des charges positives, il est là, entre les deux H, alors que le barycentre des charges négatives, il est sur l'oxygène. Donc les deux barycentres ne sont pas confondus, la molécule est donc polaire. Donc la molécule d'eau est polaire, comme on l'avait déjà vu. En ce qui concerne la molécule d'éthanol, alors on l'a également faite, les liaisons CH peuvent être considérées comme non polarisées. Les liaisons CC, évidemment, également. Donc, il nous reste comme liaison polarisée CO, où O est plus électronégatif, donc 1 delta- et C 1 delta+, et la liaison OH, où O est encore une fois plus électronégatif que H, donc 1 delta- supplémentaire sur O, donc ça lui en fait 2, et 1 delta+ sur le H. Donc ici, le barycentre des charges plus est entre C et H ici, d'accord, alors que le barycentre des charges moins est toujours sur l'oxygène. Donc ici, la molécule sera polaire. Mais vous voyez que les pôles sont plutôt ici au niveau du OH, au niveau de la molécule. Il y a cette partie-là qui est, elle, apolaire, d'accord, qui n'a pas de polarité. En ce qui concerne le cyclohexane, alors le cyclohexane, c'est ça. C'est un hexagone avec que des C et des H. Donc, je ne vais pas dessiner. Hop. À chaque fois, vous avez deux H. D'accord ? Regardez le modèle moléculaire. Donc, il n'y a on peut considérer qu'il n'y a pas de liaison polarisée. Donc, le cyclohexane, il est apolaire. Pas de liaison polarisée. D'accord ? Alors, pourquoi l'eau et l'éthanol, donc vous avez là et là, sont miscibles en toute proportion? Parce que, vu que vous avez affaire à deux molécules polaires, vous allez pouvoir avoir des interactions entre les deux molécules, des interactions de type électrostatique. Alors, pas comme pour les ions, d'accord, mais des interactions entre le pôle moins, par exemple ici, de la molécule d'eau et le pôle plus de la molécule d'éthanol. D'accord ? En plus, vous allez avoir des liaisons hydrogènes possibles entre les H de la molécule d'eau et l'oxygène de la molécule d'éthanol. Ou alors entre les H de la molécule d'éthanol et l'oxygène de la molécule d'eau. Donc, liaison hydrogène possible, interaction de type électrostatique possible entre les deux molécules. Donc, solubilité évidemment et miscibilité de ces deux molécules. Pourquoi ça n'est pas le cas avec le cyclohexane? Parce qu'il n'y aura pas, puisque c'est une molécule apolaire, il n'y a pas de pôle plus, pas de pôle moins, il n'y a pas de liaison hydrogène possible, il n'y a pas d'interaction de type électrostatique possible, si ce n'est des interactions de Van der Waals qui ici ne sont pas suffisantes, d'accord? Donc, il n'y aura pas d'interaction intéressante entre le cyclohexane et l'eau ou l'éthanol. Donc voilà, au niveau de l'eau et de l'éthanol, donc ils sont miscibles et ici vous avez représenté une liaison hydrogène
les liaisons hydrogènes, pardon, par exemple entre le H de la molécule d'eau et l'oxygène au niveau de l'éthanol, d'accord, et entre le H de la molécule d'éthanol et l'oxygène de la molécule d'eau. Alors les liaisons hydrogènes, on l'a dit, hein, ce sont les interactions intermoléculaires les plus puissantes, d'accord. Donc, dès que vous en avez, ça va évidemment faciliter la solubilisation de deux molécules, d'accord. Donc, vous avez des interactions de type Van der Waals, mais surtout des interactions de type liaison hydrogène. Pour l'eau et le cyclohexane, ça ne se mélange pas parce qu'il n'y a pas d'interaction importante particulière qui vont s'établir entre les deux solvants. Ensuite, au niveau du diode, donc c'est un solide moléculaire, hein, le diode, le voici, donc I et I, une liaison entre deux atomes d'iode. Et si vous regardez un atome d'iode, il y a 3 doublets non liants, c'est la famille des halogènes. Alors, est-ce que c'est polaire ou est-ce que c'est pas polaire? Là, il n'y a même pas à se poser la question. On a 2 atomes du même type, d'accord? Donc, la même électronégativité forcément. Donc, évidemment, c'est une liaison non polarisée. Donc, la molécule sera non polaire, d'accord? Ensuite, donnez le nom du solvant extracteur choisi. On a dit que c'était le cyclohexane. Et faites un lien avec sa polarité. Le cyclohexane est apolaire. D'accord, on vient de le dire. Le diode est apolaire. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Le diode va bien se solubiliser dans un solvant apolaire, puisque c'est une molécule apolaire. Alors, les interactions qui existent sont des interactions de type Van der Waals entre les deux molécules qui sont du même genre, hein, d'accord. Et donc, ça va permettre la solubilisation. Alors, attention, parce que le diode, on l'a vu, est quand même soluble, alors moins, mais quand même soluble dans les solvants polaires. Hein. Il est soluble un petit peu dans l'eau, il est soluble dans l'éthanol, il est soluble dans l'acétone, on l'a vu. Donc, il faut nuancer, hein. C'est-à-dire que ça va bien marcher avec un solvant apolaire, il est très soluble, mais ça va aussi se solubiliser grâce aux interactions de Van der Waals, hein, parfois dans des solvants polaires. D'accord? Donc, il faut faire un petit peu attention. Le sulfate de cuivre, lui, est un solide ionique. Alors là, il n'y a pas de problème. Un solide ionique va se solubiliser dans un solvant polaire, voire très polaire, et ne va jamais se solubiliser dans un solvant apolaire. Ce qui est le cas ici du sulfate de cuivre. Il n'est pas du tout soluble dans le cyclohexane, puisque le cyclohexane est un solvant apolaire. D'accord? Donc, ça, les solides ioniques, hein, il faut des solvants, on l'a vu, polaires, voire très, très, très polaires. Donc, au niveau de la rédaction, hein, le diode, on l'a dit, hein, va être une molécule apolaire puisqu'il présente une seule liaison avec les deux mêmes atomes. Le diode est soluble dans le cyclohexane qui est apolaire. Donc, les deux espèces sont constituées de molécules peu polaires ou apolaires, sont miscibles dans les solvants apolaires. Donc, pas de problème à cause des interactions de Van der Waals. Hein, là, je ne l'ai pas mis. Ensuite, l'eau est un solvant polaire, donc va permettre la solubilisation d'un solide ionique grâce aux interactions électrostatiques ou électriques qui vont intervenir entre les molécules d'eau polaire et les ions. Donc ça, on en a déjà parlé. Hein. Donc à retenir que les solides ioniques sont solubles dans les solvants polaires, voire très très polaires, comme l'eau. Et le cyclohexane, pourquoi ça ne marche pas? Parce que le cyclohexane n'est pas polaire, donc il ne peut pas y avoir d'interaction de type électrostatique avec les ions, type électrique. Donc, ça ne pourra pas solubiliser le solide ionique. D'accord? Voilà, alors au niveau des conclusions, je vous demandais quelle propriété un solvant extracteur doit-il posséder pour extraire une espèce chimique apolaire ou peu polaire? Il doit être évidemment apolaire ou peu polaire, ce solvant-là. Et quelle propriété un solvant extracteur doit-il posséder pour extraire une espèce chimique polaire ou ionique? Il doit être polaire, d'accord? Plus ou moins, évidemment, polaire. Donc, voilà ce qu'il va falloir retenir pour l'extraction par solvant. Donc, si vous voulez extraire une espèce polaire, il faudra choisir un solvant polaire. Alors, l'éthanol est polaire. Le problème, c'est qu'il est... c'est pas un problème, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Mais l'éthanol est polaire, il va être soluble dans l'eau qui est polaire. Donc, si vous voulez extraire de l'éthanol, par exemple, en petite quantité, vous pouvez utiliser de l'eau. Si maintenant vous avez à extraire une espèce ionique, hein, ça va très bien marcher avec l'eau également. Les espèces qui sont apolaires, il va falloir choisir un solvant apolaire ou peu polaire. Donc c'est l'exemple d'aujourd'hui. Hein, le diode va être soluble dans le cyclohexane. Et si vous voulez donc extraire les espèces ioniques, là il faudra choisir un solvant polaire, voire très polaire.
Le sulfate de cuivre est lui soluble dans l'eau mais n'est pas soluble dans le cyclohexane. Et je vous rappelle, hein, on a vu que le sulfate de cuivre n'était pas soluble dans l'acétone qui pourtant est polaire. Donc bon, il faut un solvant très très polaire pour que ça marche. Enfin très polaire et surtout du même type que l'eau, c'est-à-dire avec toute la molécule est polaire en gros. Hein. C'est ça qui va être plus simple. Voilà pour ce TP, j'espère que ça va. Alors, au niveau de la synthèse, par rapport à tout ça, donc qu'est-ce que vous avez à savoir? D'abord, à quoi sert une extraction par solvant volatile, une extraction liquide-liquide? Elle sert à extraire, donc c'est prélever en fait, hein, enlever une espèce chimique du milieu qui la contient. Donc là, nous, on avait de d'iode dans l'eau et on voulait enlever le d'iode de l'eau. D'accord ? Donc, la technique est toujours la même. On a une espèce présente qui est dans un solvant, un premier solvant S1, par exemple l'eau, et il faut l'extraire dans un autre solvant S2, qui est appelé le solvant d'extraction. Comment choisir S2? Donc ça, il faut le savoir par cœur. Il faut que l'espèce qu'on veut extraire, il soit plus soluble que dans le premier solvant. C'est logique, hein, parce que sinon, elle est contente, elle va rester dans le premier solvant. Il faut que le deuxième solvant ne soit pas miscible avec le premier. Sinon, tout se mélange et on est mal. Hein, c'est-à-dire qu'on ne pourra rien récupérer du tout. Et on n'aura qu'une seule phase. Donc l'extraction n'aura aucun intérêt. Et il faut, on n'en a pas parlé ici, mais si vous avez le choix du solvant extracteur, s'il y en a plusieurs qui fonctionnent, vous allez choisir celui qui présente le moins de danger possible pour vous, pour la santé et aussi pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre un solvant le moins toxique possible, qui est recyclable ou qui peut être jeté à l'évier, des choses comme ça. Alors c'est très dur à trouver, hein, un solvant organique inoffensif. Hein. Donc il va falloir regarder les pictogrammes et choisir celui qui est le moins problématique. Autre chose à savoir, c'est que pour réaliser une extraction par solvant, on utilise une ampoule à décanter. D'accord. Alors, juste parce que si vous avez à faire un schéma d'ampoule à décanter, alors attention là, un défi, hein, je fais ça à la souris, c'est pas évident. Il faut dessiner une ampoule à décanter. Alors moi, j'ai pas de règle évidemment ici, mais tout ce qui est dessinable à la règle, on le fait à la règle. Donc voilà l'ampoule à décanter, voilà. On dessine l'embout ouvert, vous voyez, là c'est pas fermé. Et on dessine avec une croix ici le robinet. D'accord? Voilà, on n'a pas besoin de dessiner le support si on vous demande de faire un schéma. Et dans cette ampoule à décanter, on peut avoir à dessiner évidemment les phases. Donc vous allez avoir une première phase et une deuxième phase. Et souvent, quand sur les schémas, vous voulez extraire une espèce chimique, vous avez un schéma, vous allez toujours avoir un schéma avant et un schéma après agitation. Donc vous faites une première ampoule avant agitation avec vos deux phases et ce qu'elles contiennent. Et après agitation, on refait un schéma avec les espèces au bon endroit. Et donc, vous allez toujours devoir annoter. Donc, par exemple, nous ici, avant agitation, le diode, il était en bas. Donc, on peut assurer la phase du bas, qui était la phase aqueuse. Donc, on marque phase aqueuse et qui contenait l'eau plus le diode plus les ions Cu2+, par exemple. Et au-dessus, donc en général, on aime bien, on change de couleur. Au-dessus, on avait, nous, le cyclohexane tout seul. D'accord? On n'avait rien d'autre au départ. Et après agitation, bon allez, je vais quand même le faire, même si ce n'est pas du tout évident à la souris. Donc après agitation, hop, je redessine très très bien une deuxième ampoule. D'accord? Je redessine les deux phases. D'accord? Et là, je vais assurer la phase qui contient l'espèce que je veux. Et c'est la deuxième. C'est celle qui est au-dessus maintenant. C'est la phase supérieure. Pourquoi? Parce que le diode, il est passé dans la phase supérieure. Donc maintenant, on a quoi dans la phase supérieure? C'est la phase organique, toujours, qui contient le cyclohexane. Et cette fois-ci, le diode est passé dans le cyclohexane. Et la phase inférieure, qui s'appellera la phase aqueuse. La phase aqueuse, elle contient l'eau plus le sulfate de cuivre, donc les ions Cu2+. D'accord? Donc, ce que je note pas ici, c'est que la phase qui contient le solvant qui n'est pas l'eau s'appelle la phase organique et la phase qui contient l'eau s'appelle la phase aqueuse. Autre chose, pourquoi le cyclohexane se trouvera toujours en haut, avant agitation et après agitation? Parce que la densité du cyclohexane, elle vaut 0,79.
alors que la densité de l'eau vaut 1. Donc, le solvant qui est le moins dense, c'est le cyclohexane, donc il se retrouvera en haut, avant et après agitation. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas passer en bas, ça ne va pas changer de densité à cause de l'agitation. Et un point de détail très important, vous pourriez me dire, bah oui, mais là, le cyclohexane, il est tout seul, et puis là, il est avec du diode, donc sa densité change. Eh bien non, c'est-à-dire que comme le solvant est en très grande quantité par rapport aux solutés, d'accord, ben on prend toujours la densité du solvant, et on considère que cette densité ne change pas. Elle change tellement peu qu'en fait, on peut considérer qu'elle ne change pas. Donc, vous prenez toujours la densité du solvant. Donc, eau, ici, et cyclohexane. Vous comparez les deux. Si les deux ne sont pas miscibles, on obtient deux phases bien séparées. Et la moins dense est en haut. Et la plus dense est en bas. D'accord ? J'espère que ça va, parce que de ne pas manipuler ça, c'est dommage. Du coup, pour comprendre, c'est plus compliqué. Mais avec la vidéo, j'espère que ça a été. D'accord ? Donc, ce qu'on obtient, donc voilà, toujours au niveau de la synthèse avec l'exemple que vous avez vu ici, représenté avec des petits, une petite schématisation pour expliquer ce qui se passe. Bah, la phase aqueuse, le diode au départ était dans la phase aqueuse, mais il va passer dans le cyclohexane parce qu'il est très soluble dans le cyclohexane grâce aux interactions de Van der Waals qui s'exercent entre le cyclohexane et le diode. D'accord ? Retenez les noms que je viens de vous redire. Phase aqueuse, la phase qui contient l'eau. Et la phase organique, la phase qui contient le solvant qui n'est pas l'eau, qui est un solvant organique à base de carbone. D'accord ? Donc voilà ce que je viens de vous expliquer. Vous l'avez dans la synthèse ici. Voilà, alors attention, un petit détail important, une petite remarque importante. La majorité des solvants organiques ont des densités qui sont inférieures à celles de l'eau. Donc souvent, la phase organique est celle qui est au-dessus. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, avec un solvant très connu et assez utilisé qui est le dichlorométhane, CH2Cl2, c'est un solvant organique qui est plus dense que l'eau. Donc dans le cas où on utiliserait le dichlorométhane, qui solubilise très bien le diode également, on aurait une phase aqueuse au-dessus et une phase organique en dessous. Donc, restez vigilants, surtout sur les données, pour ne pas tomber dans le piège. Bon, voilà, j'espère que ça va. Vous avez une vidéo qui retrace le cours sur l'extraction par solvant, un cours de votre livre. Vous aurez donc, après avoir tout ça, fait tout ça, un QCM à compléter sur tout le chapitre, donc revoyez bien tout avant de le faire, et des exercices. Alors d'abord, vous me ferez les exercices qui ne sont pas à rendre, je vous donnerai la correction, et seulement après, vous faites le 25 qui est à rendre, je vous dirai quand le faire, parce qu'il faut d'abord avoir bien vu la correction des exercices pour être sûr de ne pas se tromper et d'avoir bien compris surtout. Voilà, voilà. Alors, pour finir, un petit retour sur l'introduction du chapitre où je vous avais montré plusieurs photos. D'abord, le sucre et le sel qui se ressemblent. Alors maintenant, on sait que le sel est un solide ionique, NaCl, d'accord, et que le sucre, même si ça lui ressemble, est un solide moléculaire, C12H22O11. Et on sait maintenant que la cohésion de ces solides n'est pas assurée par les mêmes interactions. Donc c'est pas du tout quand même, c'est pas du tout la même chose. Au final, même si ça se ressemble à notre échelle, à l'échelle microscopique, c'est pas du tout pareil. Alors par contre, les deux vont très bien se solubiliser dans l'eau ici. Ensuite, deuxième photo, c'était de l'huile et de l'eau. Alors maintenant, on sait pourquoi ils ne se mélangent pas. Parce que l'huile, on l'a vu, c'est apolaire, alors que l'eau est polaire. Donc ça ne va pas se mélanger et nous constituer deux jolies phases. Alors la phase du bas qui va bien sûr s'appeler la phase aqueuse et la phase du haut qui sera la phase organique puisque l'huile est composée de beaucoup de carbone. On pourrait dire que c'est un solvant organique. D'accord ? Ensuite, vous aviez le sulfate de cuivre qui est soluble dans l'eau en toute proportion, c'est-à-dire qu'il solubilise très bien et pas dans le cyclohexane. Maintenant, on sait pourquoi. Le sulfate de cuivre est un solide ionique qui va donc se solubiliser dans les solvants polaires comme l'eau et qui ne va pas se solubiliser dans les solvants apolaires comme le cyclohexane car il n'y a pas d'interaction de type, d'interaction suffisante de type électrostatique entre le sulfate de cuivre et le cyclohexane. Alors il n'y aura même pas d'ailleurs, je dis des bêtises, il n'y aura pas d'interaction de Van der Waals non plus, puisque le sulfate de cuivre c'est des ions. Il n'y a pas de, là c'est pas moléculaire, donc vous n'aurez pas d'interaction entre le sulfate de cuivre, les ions et le cyclohexane, donc ça ne solubilisera pas, alors que vous avez des interactions de type électrostatique entre les ions et les molécules d'eau. Alors, le dernier, c'est le plus intéressant.
c'était une très jolie expérience. Hein. Ça, c'est une photo que j'ai faite moi, donc j'en suis assez fière. Où vous aviez 3 phases, dichlorométhane et diode, eau et sulfate de cuivre et acétate d'éthyle et diode. Alors, je vous ai mis les modèles moléculaires de l'acétate d'éthyle et du dichlorométhane que vous avez ici. Alors, si on fait une analyse rapide, l'acétate d'éthyle, vous avez ça, bon, c'est pas polarisé, ça ne l'est pas non plus, cette partie-là. Par contre, un CO ici qui est polarisé avec du coup un delta- sur le O et un delta+, je ne mets pas les couleurs hein, sur le C. Et une liaison CO, pareil, polarisée avec un delta- ici et un delta+ ici. Donc, vous auriez, la géométrie étant respectée, hein, vous avez un pôle plus ici sur le C et un pôle moins qui serait ici entre les deux oxygènes. Donc, une molécule qui est polaire. Hein. C'est-à-dire que c'est un solvant polaire, mais c'est polaire, mais vous avez quand même 2 belles parties hein, dans la molécule qui, elles, ne sont pas polarisées. Donc, il y a polarité, mais assez compliquée. Possibilité de liaison hydrogène si, puisqu'on a des atomes ici, hein, les atomes d'oxygène qui ont des doublets non liants. Si on a une molécule avec un H qui pourrait entraîner une liaison hydrogène, possibilité de liaison hydrogène si nécessaire. Le dichlorométhane, lui, on a Cl, Cl et on a C. Donc, on aurait ici 2 liaisons polarisées avec delta- sur le Cl et 2 delta+ sur le C. Donc, là encore, une molécule plutôt polaire. D'accord ? On a le barycène de décharge- ici, le barycène de décharge+ ici. Donc, ce serait une molécule également plutôt polaire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, plutôt polaire, mais peut-être moins polaire que la molécule d'eau. Hein. Alors, il faut toujours nuancer. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'acétate d'éthyle, l'eau et le dichlorométhane qui, a priori, sont tous les 3 polaires. Mais pourtant, ne se solubilisent pas. Alors, pourquoi ? Parce que l'eau, donc je vous rappelle, hein, la molécule d'eau ici, hop, la molécule polaire par excellence, il faudrait, pour solubiliser la molécule d'eau, vraiment bien, des liaisons hydrogènes. Alors, on pourrait avoir des liaisons hydrogènes avec l'acétate d'éthyle, sauf que on a pas mal de parties dans l'acétate d'éthyle qui sont apolaires. D'accord ? On a que cette partie-là qui est polaire. Et donc, ça va être compliqué pour la molécule d'eau d'aller solubiliser l'acétate d'éthyle. Donc, il se trouve hein, que l'acétate d'éthyle et l'eau ne sont pas miscibles et pourtant, ils sont tous les 2 polaires. D'accord ? Ensuite, l'eau et le sulfate de cuivre qui se mélangent, bon, ça, c'est assez logique. D'accord ? Et le sulfate de cuivre qui ne se mélange pas avec l'acétate d'éthyle et le dichlorométhane, c'est parce qu'ils ne sont pas assez polaires. D'accord ? Il faut vraiment un solvant très polaire. Et à cause des parties ici, hop, qui sont apolaires, ça ne va pas très bien marcher. Pareil pour le dichlorométhane, hein, c'est cette partie-là qui est plutôt polaire. L'autre côté, voilà. Bon, ça va moins marcher. Et alors, il y a aussi quelque chose qu'on peut se dire, hein, c'est que j'ai mis dans l'ordre ces 3 phases. Donc, du coup, ensuite, j'ai pas trop mélangé, hein, pour vous dire la vérité. Donc, il y a peut-être qu'une partie qui se serait solubilisée, mais bon, pas sûr. Ça ne solubilise pas bien. En tout cas, il n'y a rien qui est passé. Ensuite, le dichlorométhane et l'eau, c'est pareil. Tous les 2 sont polaires, donc ça aurait pu se mélanger, mais ça ne se mélange pas parce que il n'y a pas assez d'interaction en fait. Et ici, il n'y a pas de liaison hydrogène possible entre ici, ce H-là, ces H-là ne sont pas des H qui peuvent entraîner des liaisons hydrogènes avec l'oxygène de la molécule d'eau. Et là, on pourrait avoir des liaisons hydrogènes, puisque le chlore a 3 doublets non liants. Donc, à la limite, on pourrait avoir ces liaisons hydrogènes-là, mais visiblement, ça se fait pas bien. D'accord ? Ensuite, dernière chose à expliquer, c'est, même si là, on nuance beaucoup, hein, vous voyez que ça casse un peu les certitudes qu'on peut avoir. Le diode. Alors, le diode, on a vu que c'est une espèce qui est apolaire. D'accord ? Alors, elle se solubilise ici dans 2 solvants qui sont en théorie polaires. Mais pourquoi ? Parce que le diode va entraîner des interactions de Van der Waals avec toutes ces parties-là de l'acétate d'éthyle. D'accord ? Vous allez avoir des liaisons de Van der Waals, pas de liaison hydrogène possible, mais des liaisons des interactions de Van der Waals avec les parties plutôt apolaires. Donc ça va bien se dissoudre dans l'acétate d'éthyle, mieux que dans l'eau en tout cas. Et dans le dichlorométhane, c'est pareil, on va pouvoir avoir des interactions de type Van der Waals également avec le dichlorométhane, donc ça se solubilise plutôt pas mal. D'accord ?
Alors, je voudrais juste finir parce que là, c'est évidemment pas aussi tranché que ce qu'on a pu voir. Solvant polaire avec molécule polaire, solvant apolaire avec molécule apolaire. C'est pas si évident, il faut nuancer un petit peu. Alors, juste, je vous montre, s'il veut bien, hop, voilà. Donc, je vous montre un document que vous pouvez trouver sur Internet avec la polarité des différents solvants. Donc, ça, c'est sur Wikipédia. Vous avez les solvants qui sont dits apolaires. Donc, ça, on sait ce que ça veut dire. Hein, d'où, d'ailleurs, le cyclohexane que vous avez ici, le cyclopentane. Alors, tous à partir de... c'est des hydrocarbures, hein, souvent, carbone, hydrogène, d'accord. Ou alors, comme l'éther que vous avez ici, il y a un atome d'oxygène, mais la molécule est symétrique, donc complètement apolaire. Et vous voyez ce qu'on appelle le moment dipolaire. Le moment dipolaire, on n'en a pas parlé, mais c'est une grandeur qui permet de quantifier la polarité. Plus le moment dipolaire est grand, plus la molécule sera considérée comme polaire. Mais attention, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et vous voyez que là, c'est 0. Alors carrément, polarité nulle. On voit que pour certains solvants, même nous qu'on considérait comme apolaires, si on fait dans le détail, hein, c'est le cas du chloroforme par exemple, avec les atomes de chlore ici, bah, il est quand même polaire, enfin, il y a une certaine polarité, 1,04. Donc il faut nuancer évidemment tout ça. Ensuite, vous avez les solvants polaires aprotiques. Alors ça, on n'en a pas parlé. Aprotique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hydrogène pouvant entraîner des liaisons hydrogènes. Et protique, ce sera les solvants comme l'eau, hein, où vous pouvez avoir des liaisons hydrogènes qui interviennent. Donc dans les solvants polaires, bah, le dichlorométhane qu'on vient de voir 1,60, donc c'est pas négligeable. L'acétate d'éthyle qu'on vient de voir, assez polaire, hein. L'acétone dont on a parlé également, qui sont des solvants qui vont être polaires, mais qui ne vont pas pouvoir entraîner de liaison hydrogène. Donc parfois, pour la solubilité, bah, ça sera moins important, elle sera moins importante que quand on peut avoir des liaisons hydrogènes. Et des fois, c'est l'inverse pour les molécules apolaires. Donc ces solvants-là, dichlorométhane et acétone, vont également pouvoir solubiliser des espèces dites apolaires. Et alors les solvants polaires protiques, donc avec dont l'eau, hein, vous avez 1,85 ici, bah, eux vont pouvoir solubiliser les espèces polaires, hein, ou ioniques en ce qui concerne l'eau aussi, et entraîner des liaisons hydrogènes. Mais alors vous voyez ici le butane à 1-ol, 1,63. C'est peut-être pas le mieux si je prends l'acide acétique là, 1,74, qui est un moment dipolaire important, donc qui est polaire. Ben, il a aussi des parties hydrocarbures non polarisés, le CH3C. Donc par exemple, il ne pourra pas solubiliser un solide ionique à cause de cette partie-là. Alors que l'eau va pouvoir solubiliser les solides ioniques. Donc, à partir de là, la théorie nous dira que il faudra, comme souvent, faire l'expérience pour voir si ce solvant est suffisamment polaire pour dissoudre telle ou telle espèce, ou alors ce solvant est apolaire, donc va solubiliser plutôt ces espèces que d'autres espèces. Donc, soyez vigilants, vous gardez en tête ce qu'on a dit, qui se ressemble, s'assemble, mais il faut rester ouvert sur les explications, c'est-à-dire que parfois, il y a des nuances à apporter, parce que tout n'est pas si simple en fait, hein. D'accord? Voilà, j'espère que ça va pour ce chapitre-là. Donc, ça va nous terminer ce chapitre. Maintenant, je vous laisse faire les exercices, tout ça, et me dire surtout s'il y a des choses qui sont mal comprises. Voilà, bon courage à tous!